Et je vous propose de fermer les yeux pour changer et de nous demander, chacune, chacun, quel serait le problème principal du moment, la source de stress dans l'acceptation moderne, souffrance. Ça, c'était le mot un peu plus ancien, mais quel est le problème du moment? Qu'est-ce qui pèse le plus pour vous en ce moment? Il n'y aura absolument pas de partage obligatoire, donc n'hésitez pas à nommer la chose intérieurement. Ok, j'imagine que tout le monde a eu une idée. Ça m'intéresse d'avoir, et il n'y a pas besoin d'être spécifique, hein, ça peut être voilà, quelque chose qui a trait à ma santé, à la santé d'un proche, à une relation familiale. Juste d'entendre quelques exemples de ce qui vous est venu à l'esprit, en les lâchant dans l'espace de la pièce. Le sens de l'existence. Le sens de l'existence. La santé d'un proche. La santé d'un proche. La liberté. La liberté. L'urgence climatique. L'urgence climatique. L'acceptation. L'acceptation. L'agitation. L'agitation. Ok. L'avenir. L'avenir. Okay. Merci, c'est bien de le déposer, de le nommer. C'est un sujet dans le cours MBSR qui est un peu au cœur de l'approche. On parle de réduction du stress. Et depuis l'époque bouddhiste, la notion de trouver une solution à la souffrance, c'est un peu dans l'ADN de la démarche de Monsieur Gautama qui est parti trouver une réponse à exactement cette question-là, hein, et qui prétend l'avoir trouvée. Dans le monde bouddhiste, on dit que la souffrance, c'est la douleur, le chagrin, la mort, la maladie, la vieillesse, l'association à ce qu'on n'aime pas, la séparation de ce qu'on aime. On couvre déjà pas mal de choses hein, avec cette petite liste-là. Et comme on ne maîtrise pas toutes nos circonstances extérieures, on a cette focalisation dans l'approche MBSR sur la marge de manœuvre qu'on a autour de notre réaction automatique à ce qui nous arrive. Hein. C'est là où on parle de ces histoires de flèches. Si vous vous rappelez de votre cours, il y avait l'idée des deux flèches. La première flèche, c'est ce qu'on ne peut pas éviter, l'émotion, la sensation désagréable qui nous tombe dessus. Et puis la deuxième flèche, c'est quand on rumine autour, quand on lui donne plus d'importance. Et parfois on parle de troisième, de quatrième, de cinquième flèche au fur et à mesure qu'on avance dans les ruminations, parce qu'à chaque fois on se fait souffrir encore un peu plus. C'est cette idée de diminuer la rumination. Et j'ai donné récemment une toute petite initiation pour les personnes qui n'avaient jamais médité. Et du coup, je me suis replongé dans les phrases de base que j'utilisais à l'époque pour expliquer le problème avec la rumination et le problème quand on quitte l'instant présent. Donc, je sais que maintenant vous êtes des vétérans de la pratique méditative, mais quand même, je les trouve toujours jolies ces deux phrases. La première, c'est « Si on t'insulte une fois le matin, on t'aura insulté 1000 fois le soir. » Parce qu'évidemment, pendant la journée, il y aura la scène qu'on se repassera et
à chaque fois, ça amplifiera l'émotion. Ça, c'est ce qu'on appelle la rumination. Colérique, peut-être. Et une autre phrase, « Ma vie aura été marquée par des milliers de drames épouvantables, dont 2 ou 3 ont vraiment eu lieu. » Et ça renvoie à notre capacité à anticiper des catastrophes potentielles. J'ai un membre de ma famille que j'aime beaucoup, donc il ne faut pas le voir comme une critique, mais qui a déjà eu 1000 à 2000 cancers dans sa vie, dont aucun qui a été un vrai cancer, mais beaucoup de cancers imaginaires. Et l'hypocondrie, c'est exactement l'exaltation maximum de cette tendance qu'on a à se projeter dans un avenir catastrophique, à tisser des scénarios tragiques. Et évidemment, dans l'approche de la pleine conscience, on apprend à observer ces réactions-là en tant que sensation, pas en tant que pensée, parce qu'on a de la peine à se saisir d'une pensée. Donc si on a de l'anxiété, on oublie le récit de l'anxiété et on prend conscience de la boule dans la gorge, on fait de la boule dans la gorge ce qu'on observe. Et quand on le fait, on réalise que cette boule change, c'est un bloc de sensations qui en fait est fluide, changeant, qu'à un moment elle va passer. Et on peut la sentir passer. Et on peut, dans ce moment où on sent qu'elle baisse en intensité, se demander qu'est-ce que je fais avec cette anxiété ? Qu'est-ce que je fais avec moi maintenant, avec ce que j'ai là ? Pour éviter le pilote automatique qui nous fait passer de rumination en rumination en rumination pour sortir de ce cycle-là. Mais en fait, j'ai toujours trouvé, enfin pas toujours, mais de plus en plus, c'est assez réducteur de parler de la réduction du stress, donc de la réduction de la souffrance humaine, seulement sous l'angle de ces techniques qu'on peut utiliser pour se sortir du cirque infernal de nos ruminations. Parce qu'en fait, c'est toute l'approche méditative qui est centrée sur cette question-là, et dans la tradition bouddhiste, c'est toute la tradition bouddhiste qui est centrée sur cette question-là. C'est pas seulement ruminer moins, en fait. On se rappelle que à l'origine, il y a un futur Monsieur Bouddha qui cherche la fin de la souffrance. Et comme la fin de la souffrance, j'aime beaucoup dire que c'est le début du bonheur, littéralement, la fin de la souffrance, c'est le début du bonheur. J'ai voulu prendre le problème à l'envers, pas forcément parce que c'est une bonne idée, mais parce que ça fait 12 ans que je dis la même chose et que de temps en temps, j'ai envie de le dire différemment. Alors, on verra si ça marche ou pas, vous me direz. Donc je me suis posé la question du bonheur, en fait, plutôt que de la souffrance. Et le bonheur, dans la tradition méditative, et dans la tradition bouddhiste en tout cas, sous sa forme la plus accomplie, c'est ces gens qui ont atteint l'éveil. Alors je me suis dit, si je cherchais une personne qui a atteint l'éveil, et que je lui tendais le micro, qu'est-ce qu'elle me raconterait ? Et heureusement, notre reporter sur place en Thaïlande a tendu le micro à la nonne Mae Chi Kyu, qui est l'une des rares personnes sur cette planète pour laquelle on est reconnu qu'elle avait atteint l'éveil, donc elle est certifiée par les autorités locales, et elle a raconté ce que c'était que d'être elle, en quelques phrases, et vous aurez déjà entendu cette citation parce que je l'aime beaucoup. Elle nous dit: absolument tout est reconnu. Corps, sensation, ressenti, mémoire, pensée, conscience, son, image, odeur, goût, sensation, émotion, rejet, envie, confusion, tous sont reconnus. Je les reconnais tous tels qu'ils existent, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle,
ne change pas un seul instant. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. C'est une citation extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses, mot par mot et ligne après ligne dans cette citation-là. Et en fait, c'est vrai, j'ai connu quelques personnes qui étaient depuis très longtemps sur le chemin méditatif, pas forcément validées, éveillées par les autorités locales, mais en tout cas qui méditaient depuis longtemps, et ça se voyait. Et le principal constat que je fais, c'est que c'est des personnes très heureuses, qui rayonnent de quelque chose qui nous donne la certitude qu'elles vont bien. Alors, pourquoi Mahechi Kyu et les autres personnes qui sont très avancées dans une démarche méditative, qu'est-ce qui leur permet d'être heureuses ? Alors, une première chose qu'on oublie dans les vieilles recettes du bonheur, c'est que dans toutes les traditions spirituelles, il y a une base éthique. Il y a certaines choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, il y a des paroles, des actions, des intentions qu'on va prôner, d'autres qu'on va s'abstenir de faire. Et c'est assez important si on veut diminuer sa souffrance. En fait, l'éthique est pas du tout à la mode. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve qu'elle est pas à la mode en ce moment. On la déconstruit beaucoup, c'est un peu ringard, on est beaucoup dans la relativisation de l'importance de l'éthique. Et il y a même des papiers, pour pas être glauque, je vous en parlerai pas dans le détail, mais il y a des éthiciens, et les éthiciens sont très excités par tout ce qui remet en question l'éthique traditionnelle. Donc ils vont parfois très loin dans ce qu'ils imaginent dans leurs journaux, revues internationales d'éthique. L'éthique est plutôt en phase d'être déconstruite que d'être prônée. Elle n'est pas hyper populaire. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette expression dans la tradition bouddhiste. Ils disent que quelqu'un qui pratique l'éthique, donc qui fait attention à ce que cette personne dit et à ce qu'elle fait et à comment elle gagne sa vie aussi, elle fait l'expérience de ce qu'on appelle l'extase de l'irréprochabilité, qui est un mot que j'adore. Je vois vraiment quelqu'un qui se lève le matin. Eh bien, ce matin, je n'ai absolument rien à me reprocher. Il m'est rappelé tous les matins que c'est pas mon cas. En remontant dans le temps, je trouve des trucs, je suis sous la douche, je dis « Ah !» parce que j'aurais pas dû dire ça à cette personne-là il y a 38 ans. Donc, c'est vrai que c'est précieux. L'extase de l'irréprochabilité, c'est assez cool. Et ça motive à avoir un comportement éthique parce qu'on s'épargne des souffrances futures. Et c'est hyper concret comme conséquence. On a moins de remords et moins de regrets, moins de culpabilité et moins de honte. C'est vraiment les conséquences concrètes. Quand on fait une bêtise, c'est ça. On a un impact durable. On a moins d'ennemis aussi. Et ça permet de pouvoir faire démarrer la voiture le matin en sachant que les pneus ne seront pas crevés, d'ouvrir la boîte à lettres en sachant qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise dedans, pas de migales, ou voilà. Donc c'est un facteur de bonheur et de diminution de la souffrance. Je cite souvent l'exemple extrême de l'éthique de cette communauté amish qui avait été victime d'un tueur qui avait visé l'école des petites filles de cette communauté et où le lendemain, et qui après s'était donné la mort, donc il avait tué des enfants, après il s'était suicidé, et le jour même, la communauté a annoncé publiquement qu'elle pardonnait à cet homme-là, et ils sont allés voir sa mère, ils se sont rendus à la cérémonie, à l'enterrement de l'assassin de leurs enfants, ils lui ont apporté leur soutien. Et des années plus tard, la mère est devenue amie avec beaucoup de membres de la communauté. Elle va aider une fois par semaine une des petites filles qui était très, très gravement handicapée des suites de l'attentat. Et il faut imaginer le potentiel destructeur de ce genre d'action-là, au-delà du fait qu'évidemment qu'il y a des petites filles innocentes qui sont mortes, mais la haine et la colère et la rage que ça pouvait provoquer est légitimement provoqué, ce qui veut bien dire que l'éthique c'est pas
c'est pas que dans leur cœur ils étaient pleins d'amour pour cet assassin, ni même pour sa mère, c'est qu'ils ont pris la décision, parce que c'était ça leur éthique, qu'ils n'allaient pas répondre à la haine par la haine, et qu'ils allaient pardonner à cette personne et à sa famille. Et il y a quelque chose de très artificiel là-dedans qui peut nous déranger. On se dit mais c'est pas vrai, ils avaient pas vraiment pardonné, donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont déclaré? Ils l'ont déclaré parce que c'était une décision pas émotionnelle mais éthique, en prenant en considération le fait que la voie du pardon était la voie la plus destructrice, la moins destructrice pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes, parce que la première personne qui souffre d'une colère, c'est la personne qui l'éprouve. Et c'est une décision difficile, contestable à nos yeux, parce qu'on n'a pas, généralement la plupart d'entre nous, je pense, vivons pas avec une éthique aussi forte. Mais quand on voit le résultat, c'est-à-dire que des années plus tard, il y a de l'amour entre la mère de l'assassin et les parents des enfants qui ont été victimes, et du soutien et du respect mutuel, ben ça marche, quoi. Ça, dans cet exemple-là, ça marche. Il y a un autre aspect qui est impopulaire, mais la plupart des personnes très heureuses, car très avancées dans leur démarche spirituelle, il y a une petite référence dans la citation à ça. Quand Maechi Kyu parle d'une présence qui n'est jamais née et jamais morte, ça veut dire que c'est une présence qui était là avant et qui sera là après, sa vie terrestre. Donc, ça veut dire aussi qu'elle croit que la mort n'est pas grand-chose, finalement, et que la vie a commencé avant cette vie-là, et pour elle se poursuivra après. Et c'est pas non plus un ingrédient dans la... on pourrait appeler ça la foi. C'est pas un ingrédient à négliger, parce qu'il y a un certain nombre d'angoisses existentielles qui tombent quand on est persuadé qu'il y a quelque chose avant et qu'il y aura quelque chose après, aussi bien pour soi que pour les gens qu'on aime. C'est toute la différence entre avoir peur d'une espèce de néant qui nous engloutira à la fin de notre vie et qui engloutirait nos proches à la fin de la leur, ou se dire bon, ben la séparation c'est douloureux, j'ai pas envie de ce moment où je dirai au revoir aux gens que j'aime, j'ai pas envie que les gens que j'aime me disent au revoir, mais c'est pas leur fin et ce sera pas ma fin. Et ben c'est pas du tout la même chose. Et les gens avancés dans ces chemins-là, ils ont généralement aucun doute là-dessus. Donc, c'est une source de souffrance en moins. Et là aussi, c'est assez impopulaire. Je commence par les trucs les moins populaires, parce qu'on est à une époque de matérialisme triomphant, où les milliardaires de la Silicon Valley fantasment qu'ils pourront télécharger leur cerveau dans un bloc en silicone et revivre 200 ans après leur mort sous forme de robots. Peut-être pas, en fait. Et dans ce cas-là, si l'hypothèse cybernétique du transfert de la conscience dans un disque dur est foireuse, et je crois qu'elle l'est, alors l'exploration de la vie spirituelle est plus sécurisante que le download de la conscience dans le disque dur. Et c'est une piste qu'il faut pas mettre de côté. Maechi Kyu, elle décrit que les envies sont reconnues, qu'elle les reconnaît à leur état naturel, et qu'elles apparaissent, qu'elles disparaissent, et qu'elles n'ont pas d'impact sur elles. Je prends les envies parce que c'est mon prochain paragraphe. C'est vrai de tout le reste aussi. Donc elle vit les envies comme étant impermanente et extérieure à qui elle est vraiment, comme quelque chose qui passe, et qui ne l'affecte pas. Donc elle n'est pas sous leur charme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, puis qu'elle ne les suit pas parfois, mais elle n'est pas sous l'emprise de ces envies-là. Donc, le cœur de son bonheur, de son plaisir, ne va pas reposer en priorité sur la gratification immédiate, le circuit dopaminergique qui va nous faire chercher le bonheur et le sens de notre vie dans money, sex, drugs, food and rock and roll and Instagram aussi. Et c'est toujours
comme j'ai quand même un grand-père protestant, et j'ai tout l'héritage du calvinisme qui m'appuie sur les épaules comme une botte de 3 tonnes, j'ai bien conscience du danger du rejet des plaisirs des sens sous l'angle de l'austérité et de l'ascèse. Mais c'est pas de ça dont il s'agit, c'est d'avoir la liberté de le voir comme ce que c'est en fait, c'est-à-dire une source de plaisir, mais pas la seule, probablement pas la principale, et certainement pas celle qui devrait diriger notre vie au point de devenir une source de souffrance, comme c'est le cas dans tous les mécanismes d'addiction. Et on s'en rend bien compte avec la plupart de ces éléments-là. Il y a le désir heureux, qui est on désire, on suit le désir, on en profite à fond, on est content de l'avoir suivi et on n'en éprouve aucun regret. Et puis il y a le désir malheureux, qui est on a un désir qu'on n'aimerait pas vraiment avoir, on le suit mais on n'en profite pas vraiment et on regrette de l'avoir suivi après. Ben voilà, on essaie de maximiser les désirs heureux et de minimiser les désirs malheureux. Et de pas en faire le pilier central de notre satisfaction dans la vie et de notre bonheur. On est aussi dans une période, mais je deviens un vieux con, donc je parle un peu du temps, de l'époque qu'on vit. C'était mieux avant. Ce qui est quand même douteux. J'ai revu récemment des films des années 80, c'est pas sûr. Mais en tout cas, on est dans une époque où les super milliardaires sont un peu idolâtrés. En tout cas, ils sont très importants. On parle beaucoup de ce que pensent Elon Musk, Bill Gates. On les interroge sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec leur cœur de métier, qui est de faire beaucoup d'argent. Et je suis pas sûr que ce soit sage d'admirer quelqu'un qui est complètement obsédé par l'accumulation de richesses comme centre de son existence pendant toute sa vie. Même ce pauvre Bill Gates, depuis qu'il a fait une fondation, il continue d'être de plus en plus riche. Donc, il est un philanthrope qui a de la peine à faire le truc philanthropique de base, qui est de se débarrasser de son argent. Il essaye. Et il dit, moi, je préfère quand même que ce soit des investissements et que je fasse profiter le monde de mes investissements tout en continuant à voir ma fortune augmenter. C'est une façon intelligente, c'est le philanthropisme 2.0. Je veux garder mon argent. Donc c'est difficile pour eux et c'est pas admirable d'avoir toujours ça au centre de sa vie quand on a un certain nombre de décennies derrière soi. Quand on n'est pas dupe de l'attraction, de cette gratification immédiate, on peut profiter, faire plus de place pour d'autres choses, pour d'autres sources de plaisir et de bonheur. Par exemple, l'amour. Parce que c'est quand même la chose la plus fondamentale. Enfin, je crois. Généralement, c'est quand même ce qu'on retient. Je disais une des dernières séances que les gens, à la fin de leur vie, quand on leur demande leurs regrets, c'est rarement ce moment où ils auraient pu investir dans le Bitcoin. J'étais con, j'avais tout, j'avais la technologie, je serais mieux. Non, c'est pas ça, c'est plutôt j'aurais voulu passer plus de temps avec mes enfants, j'aurais voulu passer plus de temps à aimer, à profiter de la présence des gens que j'aimais autour de moi, etc. Donc écoutons les regrets des gens qui regrettent, c'est probablement l'amour et tout ce qui en découle qui est la chose la plus importante. Et les gens qui sont avancés sur ce chemin, ils pratiquent aussi la bienveillance, la gratitude, la joie partagée, la compassion, et ils savent très bien que l'amour est le centre. Maintenant, je ne vous demande pas de me croire sur parole, on va mettre ça à l'épreuve. Est-ce que les émotions chaleureuses, la gratitude, la bienveillance, la compassion, sont-elles vraiment plus intéressantes en termes de satisfaction qu'elles nous apportent, en termes de profondeur, de ce qu'elles nous font expérimenter, que l'accumulation de richesses? Méditation.
en évoquant une personne à laquelle vous auriez envie de dire merci pour le bien qu'elle vous a fait, pour sa gentillesse, sa générosité, l'amour qu'elle vous a donné, qu'elle vous donne. Ça peut être une personne du présent, une personne du passé, en écoutant votre cœur et en allant vers la personne que vous auriez envie de remercier. Et quand vous avez une personne à l'esprit, en la laissant être présente, en lui donnant de la place, vous pouvez imaginer qu'elle est en face de vous, vous pouvez simplement penser à elle, penser à cette personne. Et en appréciant sa présence, et en lui adressant intérieurement vos remerciements, en lui disant merci pour, ou je te remercie de, les petites et les grandes raisons de la remercier. Ça peut être des toutes petites choses aussi. Faisant la liste et remerciant avec votre voix intérieure cette personne. Merci pour quoi? Et quand vous l'avez remercié avec des mots, en prenant maintenant le temps de la remercier sans les mots, intérieurement, laissant cette gratitude s'exprimer dans le corps, dans le cœur. Parfois c'est une expression sur le visage, parfois une chaleur. Comment est-ce que vous pourriez dire merci sans les mots? Et en appréciant ce que c'est que cette gratitude pour vous. Ok. En ouvrant brièvement les yeux, juste pour apprécier un peu, vous remettre dans le contexte de cette salle, et nous partons sur un deuxième exercice. En imaginant que vous rentrez dans un kiosque, vous achetez, ça peut être le kiosque de votre quartier, vous le visualisez,
et vous achetez un tribolo. Et vous le grattez. Et vous gagnez la somme maximale qu'on puisse gagner au tribolo. Imaginons que ce soit 10 000 ou 20 000 francs, je ne suis pas au courant. Et vous voyez cette somme sous vos yeux, et là, vous prenez conscience de votre réaction, de votre réponse émotionnelle à ce gain quand vous le voyez sous vos yeux. À quoi ça ressemble ? Et en ouvrant les yeux, après cette expérience d'une très grande scientificité, est-ce que vous diriez que c'est plutôt la gratitude éprouvée pour quelqu'un qui vous a fait beaucoup de bien, qui est une émotion intéressante comme source d'un bonheur profond et durable, ou est-ce que vous diriez que c'est le moment où vous avez découvert les chiffres qui font du bien sur le billet que vous aviez gratté ? Voilà. Bon, c'était un prétexte pour faire un peu de gratitude. Hein. Mais en même temps, le problème avec la gratification immédiate, c'est qu'elle est très facilement accessible comme résultat. On peut s'en injecter 20 fois par jour sous plein de formes différentes et on sait que les écrans ont démultiplié les options pour le faire. Donc, oui, c'est pas tété par rapport à des émotions plus profondes. C'est pas phénoménal, mais c'est facile. Donc, on peut bondir d'une source de gratification immédiate, d'un sneakers à un moment sur Instagram, et on peut faire ça chaque jour qui se suivent et passer à côté de beaucoup de sources de bonheur plus profondes à cause de ça. Voilà. Elle aura aussi Maechi-Kyu, je pense, comme autre source de plaisir, la qualité de son attention. Si vous vous rappelez de l'exercice du raisin qu'on fait dans le cours MBSR, quand on déguste ce raisin en pleine conscience, on réalise que dans un tout petit raisin, il y a une grande richesse d'expérience si on y consacre l'attention nécessaire. Et c'est cette capacité qu'a une attention fine à agir comme le glutamate de l'expérience, l'exhausteur de saveur, un quelque chose qu'on pensait banal et qui en fait est très intéressant quand on y accorde vraiment toute notre attention. Comme le disait Dipama, qui est une autre méditante très avancée, tout est frais et nouveau tout le temps. J'adore cette phrase, parce qu'elle avait en plus cette personnalité où on sentait qu'elle c'était vrai pour elle. Tout est frais et nouveau tout le temps, à chaque instant. Elle s'ennuie jamais, en fait. Parce qu'avec cette qualité d'attention très fine, il n'y a pas de place pour l'ennui. L'expérience quotidienne, banale, et vous pouvez le faire si vous prenez les transports publics tous les matins, si vous commencez à vraiment regarder les gens autour de vous, leur visage, le paysage, vraiment regarder le paysage, on s'ennuie pas, en fait. Il faut juste poser ce machin qui a moins... Enfin bref. Ça implique pour moi, je l'ai toujours vécu comme ça en tout cas, de reconquérir une capacité à l'émerveillement enfantine. Quand on voit pour la première fois une fleur, une sauterelle, une grenouille. Maechi-Kyu aura aussi une relation simple au stress, à la souffrance émotionnelle quotidienne,
donc à la douleur, au chagrin, à l'anxiété, à la dépression, à la colère, à la honte et à la culpabilité, puisqu'elle nous dit « Je les reconnais tous tels qu'ils existent à leur état naturel ». Donc à leur état naturel, ça veut dire que pour elle, l'anxiété n'est pas une histoire qui se raconte dans sa tête, c'est un ressenti physique, émotionnel, c'est un phénomène qui se produit dans son expérience à l'état naturel, mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Pourquoi ? Ils apparaissent, ils disparaissent. Ça renvoie à l'impermanence. Ils sont constamment changeants, mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Donc oui, il y a anxiété, dépression, colère, honte, culpabilité, mais elle les reconnaît à leur état naturel, donc comme un phénomène qui se produit dans son corps et dans sa vie émotionnelle, et c'est impermanent, donc ils apparaissent et ils disparaissent, et ils n'ont rien à voir avec qui elle est. Ils sont quelque chose qui se produit pour elle. Donc elle évoque à la fois le fait que ce qu'elle observe, les émotions, vont passer, ça aussi ça va passer, elles sont impermanentes, et qu'elles ne sont pas qui elle est, puisqu'elle est cette présence, cette présence qui observe les émotions. Elle n'est pas la colère, elle n'est pas l'anxiété, elle n'est pas la dépression, elle est la présence qui les observe. Et c'est le rôle de la pleine conscience comme une baguette magique, en fait, comme dans Harry Potter, où il y a, face aux peurs, vous savez, les démenteurs, je sais pas comment on les appelle en français, qui viennent sucer notre joie de vivre dans Harry Potter, et il faut leur lancer un sort qui évoque une situation complètement ridicule, et du coup ils se dégonflent et ils perdent leur pouvoir de nuisance. La pleine conscience, il y a aussi cet effet magique sur l'anxiété, sur la colère, sur la culpabilité, la tristesse, qui est que on révèle qu'en fait ce sont juste des expériences impermanentes et qu'elles ne sont pas qui nous sommes et qu'elles vont passer. Et c'est ça la magie, c'est de révéler leur vraie nature, qui est pas aussi menaçante que ce qu'on pense. J'aime beaucoup ma métaphore quand on est face à une vague émotionnelle difficile, on est comme quelqu'un qui se noie parce que les vagues sont très hautes et qu'on se confond avec les vagues, on est dedans, on essaie de surnager. Et la pleine conscience nous offre un surf ou un bateau gonflable ou même une bouée canard, peu importe, mais le résultat est le même, on ne se confond plus avec l'émotion. Avant on était dans l'eau, là on a cette bouée, cette embarcation, on sait qu'on se confond plus avec l'émotion, on est la personne qui l'observe, c'est différent. Et puis on sent qu'elle monte, la vague monte et la vague redescend. Quand on était en plein dedans, on réalisait même plus que ça montait, que ça redescendait, parce qu'on était en train de se battre pour respirer. Et quand on est sur notre petite embarcation, on réalise, l'anxiété, la boule dans la gorge, elle est très intense, et puis après, un peu plus tard, elle est redescendue, elle a perdu en intensité, et après elle va peut-être remonter, mais elle n'est pas cette espèce d'état permanent qui fait partie de notre personne, elle est juste quelque chose qui nous arrive et qui monte et qui redescend et qui passe. Et ça correspond évidemment à l'impermanence. L'impermanence, c'est de se dire ça aussi, ça va passer. Et la désidentification, qui est cette idée de passer de « je suis en colère » à « il y a de la colère ici ». Et c'est pas moi qui suis en colère, c'est que de la colère est apparue, elle est là, elle va passer, elle n'est pas moi, elle est quelque chose que j'observe. Et on en trouve une immense sécurité dans les moments difficiles, parce qu'en fait, on n'est jamais submergé. Si on a même cette frêle embarcation qui nous permet de prendre conscience
que c'est des vagues, qu'elles vont passer, et qu'on n'est pas ces vagues, on est en sécurité, on est à l'abri. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en réalisant que l'émotion est impermanente, on réalise aussi que ce qui l'observe est permanent. Et qu'en réalisant que l'émotion n'est pas qui nous sommes, on réalise aussi que la présence qui observe l'émotion, peut-être qu'elle est un petit peu plus qui nous sommes. On est un peu plus au cœur de notre identité avec cette présence-là. Et récemment, j'ai lu un article, je sais plus du tout dans quel magazine web, un homme qui décrivait qu'il s'était inscrit à un cours de pleine conscience avec l'objectif sain de prouver à sa copine que c'était de la foutaise. Mais quand même en y mettant de la bonne volonté, donc en faisant les exercices et en disant je vais maîtriser la technique et je vais lui montrer que ça sert à rien. Et après quelques semaines, il s'est retrouvé à se prendre la tête avec sa copine, ce qui n'est guère surprenant s'il était capable de s'inscrire à un cours pour lui prouver qu'elle avait tort, mais là n'est pas la question. Il était donc en train dans une dispute avec sa copine, et il se surprend tout à coup à être sur le point de lui dire une vacherie, et il a un petit sourire et il dit « colère ». Et il a un deuxième sourire en se disant « ok, je vois à quoi ça peut servir ». Et c'est vraiment c'est le moment précis où il se fabrique une embarcation de fortune. Il est pris par un élan de colère, il est sur le point de se confondre avec cette colère. Et du coup, ce sera la colère qui va prendre la parole et qui va dire quelque chose. Et il a ce moment de recul pour dire « ça s'appelle comment ? Ah, c'est de la colère. Et c'est juste une vague, et c'est pas moi. Donc maintenant, en fait, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire et qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Et ce tout petit déclic. Et c'est ça l'effet baguette magique de la pleine conscience. Alors après, la théorie est belle. On sait que la pratique est difficile. Mais on a des pointeurs assez simples pour, en tout cas, comprendre techniquement comment on fait pour favoriser cette prise de conscience-là. Et vous l'aurez sûrement déjà entendu plein de fois, mais voilà, une fois de plus, parce que je pense que c'est utile. Quand on est face à quelque chose qui nous fait souffrir dans une logique de pleine conscience, on va s'en saisir par le manche des sensations corporelles. Donc si on a de l'anxiété ou de la colère, c'est pas les pensées qu'on va observer. L'esprit, dans la tradition bouddhiste, ils ont un mot très joli qu'on n'a pas en français. L'esprit souffre de ce qu'on appelle papancha. Papancha, dans le vocabulaire pali, c'est une tendance à la prolifération. C'est-à-dire que l'esprit va avoir tendance à fabriquer des pensées sur des pensées sur des pensées, de la rumination. Donc si on commence à vouloir observer une émotion dans sa manifestation dans nos pensées, on va s'y perdre, parce que les pensées savent très bien construire des cathédrales de pensées dans lesquelles on va se paumer. Donc on l'attrape avec le corps. Plutôt que de se dire « quelles sont mes pensées anxieuses », on se dit « quelles sont mes sensations anxieuses ». Et c'est le manche. On attrape la boule dans la gorge, on attrape la sensation de froid dans le corps qu'on peut avoir, la sueur froide, les tremblements, ce qui se passe. Et le corps, il a l'avantage, les sensations corporelles, elles sont toujours dans l'instant présent, il n'y a pas de corps du passé, il n'y a pas de corps du futur, donc on est forcément dans l'instant présent à partir du moment où on attrape une sensation. Et en attrapant une sensation, on va pouvoir sentir qu'elle change. Et une fois qu'on commence à sentir qu'elle change, que la boule dans la gorge de l'instant T n'est pas la même boule dans la gorge qu'une seconde plus tard, qu'il y a quelque chose qui change, on réalise aussi qu'elle va passer. Qu'il va y avoir des transformations de la boule dans la gorge, des montées, des baisses en intensité, mais qu'à un moment elle va passer. Et qu'on peut même rester avec elle tout ce temps-là et attendre. C'est ce qu'on fait parfois dans les exercices, on attend que ça passe. Et à chaque fois qu'on revient dans le récit de l'anxiété, oui mais il pourrait m'arriver la gorge. Ou ce qui se passe dans le corps ailleurs que dans la gorge.
Et on réalise que la sensation change, qu'elle passe. Et pour s'en désidentifier, ça aide de nommer. Donc d'utiliser cette note mentale et de dire anxiété. Je t'ai vu. Hein. Pourquoi ça nous aide? Parce qu'il y a une vertu, et j'adore de temps en temps avoir au moins 1 ou 2 moments pédants dans toute causerie. La note mentale a une vertu performative. Vous savez, comme dans la phrase « je vous déclare mari et femme », mais c'est en fait parce qu'il a dit « je vous déclare mari et femme » que vous êtes mari et femme. C'est ça, c'est performatif. Bon, mais quand on dit anxiété, quand on dit « je te vois anxiété », le simple fait de dire « ah, voilà de l'anxiété », c'est performatif dans le sens que ça fait de vous l'observateur. Avant, vous étiez une personne qui vivait l'anxiété, qui se confondait avec l'anxiété, qui était l'anxiété. À partir du moment où vous dites « ah ah, voilà l'anxiété », eh bien vous êtes cette personne qui la désigne et qui la nomme, donc vous ne vous confondez plus avec elle. Et c'est pour ça que c'est magique et qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir magique de la note mentale dans ces circonstances-là, parce que ça nous met vraiment, ça fabrique cet observateur. On se détache de l'expérience pour pouvoir la nommer. Donc on sent l'anxiété dans le corps, on sent qu'elle est changeante, on sent qu'elle va passer, on nomme l'émotion. Et à partir de là, on se dit, j'en fais quoi? Et qu'est-ce que je fais de moi? Et comment est-ce que je réponds à ce qui est en train de se passer? Et on gagne cette liberté de faire ce qu'on a vraiment envie de faire plutôt que ce que l'émotion nous aurait dicté de faire quand elle parlait à notre place et qu'elle se confondait avec nous en tant que personne. Et quand ça marche pas, on recommence. Et si c'est très difficile, ça veut dire qu'il faut peut-être méditer un moment. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir au moins un certain muscle attentionnel avant de pouvoir se détacher de ce qu'on est en train de... Se détacher n'est jamais le bon mot, mais changer de relation avec ce qu'on est en train de vivre. Et j'aimerais, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, vous relire un poème qui incarne bien ce travail de changement de relation avec ce qui vient nous rendre visite. L'auberge. De Jalal ad-Din Muhammad Rumi, poète persan du XIIIe siècle. Être humain, c'est être une auberge. Chaque matin, un nouveau visiteur. Une joie, une tristesse, une mesquinerie ou une prise de conscience momentanée qui se présente à l'improviste. Tous, il te faut les accueillir et les divertir. Même ce groupe de chagrins qui mettent la maison en pagaille, qui la vide de tous ses meubles, traite chaque hôte honorablement. Peut-être te fait-il de la place pour quelques nouveaux ravissements. La mauvaise pensée, la honte, la malveillance, attends-les sur le seuil en riant et invite-les à entrer. Sois reconnaissant envers tous ceux qui arrivent, car chacun d'entre eux t'a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Et c'est très joli, je trouve, cette hospitalité avec vraiment... c'est une hospitalité qui est quand même conditionnée au fait que ce sont des hôtes de passage. Donc, ils louent pas une chambre à l'année. On le leur rappellera si besoin est, mais on les accueille honorablement. Et on prend soin de faire le check-in et le check-out. C'est ça l'auberge.